cette nuit-là, une pluie battante s'abattait sur mon pare-brise, noyant les quais du Rhône sous un déluge, mais rien ne pouvait éteindre le feu de l'espoir qui brûlait dans ma poitrine. Je m'appelle Manon Dubois, une femme de 32 ans qui venait de terminer une autre garde épuisante à l'hôpital pour tenter de maintenir ma famille à flot. Ma main a instinctivement effleuré la poche secrète de mon sac à main, où j'avais soigneusement caché un ticket de l'euro-million gagnant d'une valeur de 5 millions d'euros. Ce fin morceau de papier ressemblait à un passeport, celui qui allait enfin libérer ma famille des dettes écrasantes que nous subissions depuis tant d'années. Je conduisais à travers l'orage, imaginant la joie que j'allais rapporter à la maison. Je pouvais déjà voir le soulagement sur les visages de mes parents et l'excitation dans les yeux de ma sœur cadette lorsqu'elle réaliserait que nous n'aurions plus jamais à paniquer pour des factures impayées ou pour notre vieille maison en décrépitude. Mais au moment où j'ai posé le pied sur le perron familier, mes pieds se sont figés. J'ai entendu le bruit sec d'un bouchon de champagne qui saute, suivi de rires bruyants s'échappant du salon. Une fête chez nous, alors que nos finances nous noyaient? Cela n'avait aucun sens. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je me penchais vers la lourde porte en chêne, pressant mon oreille contre le bois froid pour écouter. Et puis, mon monde s'est effondré. Une voix que j'ai reconnue instantanément, celle de ma sœur Léa, a coupé court au bruit, froide et confiante, la famille a déjà reçu 500 000 € d'indemnisation pour le terrain. On n'a plus besoin de Manon. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je ne pouvais même pas traiter cette trahison avant d'entendre la voix de mon père, Gérard, baissée d'un ton pour devenir un murmure glaçant, nous devons trouver un moyen de nous débarrasser d'elle avant qu'elle ne découvre l'existence de l'argent. Je suis restée là, tremblante, prise entre la fureur et le chagrin, réalisant que ma propre famille ne me cachait pas seulement quelque chose, mais qu'ils prévoyaient de m'effacer de leur vie. Le ticket de loterie contre ma peau semblait plus lourd que jamais, j'étais rentrée prête à les sauver, et au lieu de cela, j'ai découvert qu'ils faisaient la fête sans moi. Si cette histoire capte votre attention, laissez un j'aime pour soutenir notre travail. Que feriez-vous si vous surpreniez votre famille en train de vous trahir ainsi? Dites-le nous dans les commentaires avant de découvrir la suite. Refoulant le tremblement de rage qui se propageait dans chaque cellule de mon corps, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné la poignée de porte comme si je n'avais rien entendu. Dès que la lourde porte s'est ouverte, l'atmosphère de fête dans le salon s'est évanouie instantanément, comme une bougie soufflée par le vent. La bouteille de champagne coûteuse a été précipitamment fourrée derrière le canapé beige, tandis que ma famille changeait immédiatement d'expression, passant de la joie à une misère exagérée. Ma sœur Léa, qui avait toujours été la princesse gâtée de la maison, a rapidement effacé son sourire narquois pour prendre un air convenablement sombre. C'était terrifiant de voir à quelle vitesse il pouvait passer de conspirateur jubilant à une famille pathétique au bord de la ruine financière juste pour me manipuler. Mon père, Gérard, était affalé sur la table de la salle à manger, la tête enfouie dans ses mains, jouant une scène d'épuisement qui aurait trompé n'importe qui n'ayant pas entendu son murmure froid quelques instants plus tôt. Pendant ce temps, ma mère, Catherine, n'a pas perdu de temps pour lancer son attaque psychologique en agitant une pile de rappels de paiement en l'air pour capter mon attention. Elle a commencé à gémir à propos des factures d'électricité et d'eau qui étaient soi-disant en retard de plusieurs semaines pour créer une pression immédiate sur moi dès mon arrivée. Maman m'a regardé avec des yeux larmoyants, disant que si nous ne trouvions pas 1 000 € d'ici demain matin, le fournisseur d'énergie couperait notre courant. Je suis passé devant eux le cœur lourd, sachant exactement à quel jeu cruel ils jouaient, mais j'ai décidé de tester leur honnêteté une dernière fois avant d'agir. J'ai mentionné avec désinvolture une rumeur entendue au travail concernant le quartier des quais qui serait rasé pour une compensation, pour voir s'ils avoueraient leur bonne fortune ou s'ils s'enfonceraient dans leur tromperie. Je leur ai demandé directement s'ils avaient entendu parler de voisins recevant des offres de rachat, car les gens parlaient d'une grosse opération immobilière. Maman a immédiatement nié avec un visage impassible, prétendant que c'était juste des ragots malveillants, et a insisté sur le fait que nous étions toujours au bord de la saisie bancaire, sans argent pour les intérêts. Elle m'a grondé pour avoir écouté des conversations oiseuses alors que je devrais me concentrer sur le fait de travailler plus dur pour sauver le toit au-dessus de nos têtes. Sa capacité à mentir en me regardant droit dans les yeux m'a donné la nausée, car je savais que l'argent était déjà sur leur compte. Léa était assise dans le fauteuil en velours, limant ses ongles avec une indifférence qui me faisait bouillir le sang, alors qu'elle exigeait que je lui remette mon salaire immédiatement. Elle prétendait avoir besoin d'argent liquide pour des médicaments contre la migraine, soi-disant parce que sa tête allait exploser à cause du stress de notre pauvreté et du manque de nourriture. Cependant, l'odeur entêtante de parfum de créateur qui émanait de son cou racontait une histoire complètement différente sur la destination réelle de l'argent.
Je savais que ce parfum spécifique coûtait plus cher que notre budget course mensuel, mais j'ai gardé une expression neutre pour éviter d'éveiller des soupçons sur ce que je savais. Léa m'a foudroyé du regard avec impatience, demandant pourquoi je restais planté là à fixer le vide au lieu d'être utile à la famille qui m'avait élevé. Papa a finalement levé la tête et a fait glisser une épaisse pochette cartonnée sur la table vers moi avec un sentiment d'urgence qui semblait incroyablement forcé. Il a expliqué que je devais signer les documents intitulés « Autorisation de gestion immobilière et renonciation à l'usufruit » pour l'aider à restructurer la dette avec la banque. Il a menti avec aisance, disant que c'était juste une formalité pour légaliser la paperasse pour les créanciers afin que nous puissions garder la maison une année de plus. En réalité, je savais que c'était l'outil qu'il comptait utiliser pour me dépouiller de mes droits sur la propriété avant de me mettre à la porte. Il a fourré un stylo dans ma main, me disant de signer tout de suite pour qu'il puisse l'apporter à la banque dès la première heure le lendemain matin. J'ai pris le stylo, mais j'ai laissé ma main trembler légèrement pour feindre une soudaine vague de vertige, prétendant que ma double garde m'avait épuisé. Je leur ai dit que j'avais besoin de m'allonger une heure avant de pouvoir me concentrer sur la lecture de documents juridiques, ce qui les a visiblement agacés, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de me laisser partir. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte à double tour avant de tirer la chaise vers la grille de ventilation au plafond. J'ai soigneusement glissé le ticket de loto de 5 millions d'euros dans le petit espace sous la grille d'aération, là où personne ne penserait jamais à regarder. Au lieu de prendre la route habituelle pour le travail le lendemain matin, je suis allé directement au service de l'urbanisme de la mairie de Lyon car j'avais besoin de preuves concrètes avant de lancer mon offensive contre eux. L'imposant bâtiment municipal se dressait près du fleuve, projetant une longue ombre sur la rue qui semblait étrangement menaçante compte tenu des secrets qui allaient changer ma vie et que j'étais sur le point de découvrir à l'intérieur. Je me suis approché du guichet des archives avec une boule d'angoisse me nouant l'estomac et j'ai demandé les documents de zonage public concernant le pâté de maison où vivait ma famille. L'employé a ajusté ses lunettes et a tapé l'adresse dans son ordinateur avec un cliquetis rythmé qui résonnait fort dans la pièce calme pendant que je retenais mon souffle, attendant que la vérité apparaisse. Elle a tourné l'écran vers moi et a confirmé que tout notre quartier était effectivement désigné pour une acquisition urgente par une énorme société de logistique ayant l'intention d'étendre ses opérations d'entrepôt sur les quais. Mon cœur martelait contre mes côtes lorsqu'elle a révélé que le montant réel de l'indemnisation était nettement plus élevé que les vagues rumeurs que maman avait balayées si facilement la veille. Le document officiel indiquait clairement que le prix de rachat de notre propriété était de 500 000 euros, une fortune qui pouvait changer nos vies pour toujours. J'ai senti le sang se retirer de mon visage lorsque l'employé m'a montré l'accord préliminaire portant une signature que je connaissais mieux que la mienne. Papa avait déjà signé les papiers autorisant la vente, et le système montrait qu'un acompte de 50% avait été viré sur son compte personnel la semaine dernière. Ils étaient assis sur un quart de million d'euros tout en me regardant faire des doubles gardes pour payer leurs courses et en prétendant que nous étions au bord de la saisie. Je suis sorti du bâtiment administratif, la tête légère face à l'ampleur de leur tromperie, et j'ai immédiatement composé le numéro du service client de notre banque pour enquêter davantage. Comme mon nom figurait toujours sur le compte joint utilisé pour les paiements hypothécaires, j'avais tout à fait le droit de me renseigner sur l'historique des transactions récentes sans avoir besoin de leur permission. La conseillère a vérifié mon identité et je lui ai demandé de rechercher des habitudes de dépenses inhabituelles au cours des derniers jours, car je soupçonnais un accès non autorisé par un membre de la famille. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant avant qu'elle n'énumère une série d'achats exorbitants dans des boutiques de mode haut de gamme où je ne faisais jamais mes achats. La conseillère bancaire a hésité légèrement avant de parler d'un ton professionnel mais inquiet. « Madame, je vois une transaction de 5 000 euros à la boutique Louis Vuitton de la presqu'île enregistrée hier. Voulez-vous confirmer si ce montant est frauduleux ?» J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent et j'ai répondu d'une voix dénuée de toute chaleur, « Pas besoin de contester, car je sais exactement qui a utilisé la carte. Merci pour votre aide. » Il était évident que Léa brûlait déjà l'argent de l'indemnisation pendant qu'il me forçait à payer la facture d'électricité. Alors, j'ai conduit jusqu'à la maison en fin d'après-midi avec une détermination froide s'installant dans ma poitrine. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, je me suis figé car l'espace ressemblait au passage d'une tornade, ne laissant rien intact. Mes vêtements étaient sortis des tiroirs et éparpillés sur le sol, tandis que mes livres étaient jetés pêle-mêle sur le lit en un tas chaotique. Il était douloureusement évident que ce n'était pas l'œuvre d'un cambrioleur, mais plutôt celle de mes parents cherchant frénétiquement une quelconque cachette d'argent qu'ils pensaient que je leur dissimulais. J'ai rangé le désordre en silence sans les affronter immédiatement car je voulais garder mon énergie pour la bataille qui allait inévitablement survenir au dîner.
L'atmosphère dans la salle à manger ce soir-là était si chargée de tension qu'elle en était suffocante alors que nous nous asseyions pour manger un maigre repas de reste. Maman a placé la facture d'électricité à côté de mon assiette avec un regard insistant, s'attendant à ce que je sorte mon chéquier comme d'habitude pour couvrir leurs dépenses. J'ai repoussé le papier à travers la table et j'ai déclaré calmement que je ne la paierais pas ce mois-ci, ni aucun mois à l'avenir. Papa a abattu sa lourde main sur la table avec une telle force que les assiettes en céramique ont sauté et cliqueté violemment contre le bois. Son visage est devenu cramoisi alors qu'il se levait et criait « Tu vis sous ce toit, donc tu dois prendre tes responsabilités, ou tu veux que je te mette à la rue tout de suite ?» Je l'ai regardé droit dans ses yeux furieux sans cligner des paupières et j'ai répondu avec un calme qui semblait les terrifier plus que n'importe quel cri « J'ai remboursé chacune de vos dettes ces 5 dernières années. Pensez-vous vraiment que je vous dois encore quelque chose à ce stade ?» La pièce est devenue silencieuse l'espace d'un instant avant que maman ne change de tactique pour utiliser son arme favorite de manipulation émotionnelle afin de reprendre le contrôle de la situation. Elle a éclaté en sanglots théâtraux, gémissant sur la façon dont elle avait sacrifié sa jeunesse et sa santé pour m'élever, seulement pour être traitée avec un tel manque de respect froid. Elle a énuméré chaque repas qu'elle avait cuisiné et chaque couche qu'elle avait changée pour me faire sentir comme un fardeau ingrat qui leur devait toute son existence. C'était une performance que j'avais vue 1000 fois, mais ce soir, elle n'avait aucun effet sur moi car je connaissais la vérité sur les 500 000 €. 3 jours après avoir découvert la vérité, une tempête s'est finalement abattue sur notre maison, bien plus dévastatrice que n'importe quel orage venant du Rhône. J'étais assise dans le salon, essayant de calculer le meilleur moment pour dévoiler mon jeu, lorsqu'un hurlement perçant venant du premier étage a brisé le silence fragile de la soirée. Léa a dévalé les escaliers avec une performance si dramatique et exagérée qu'elle méritait sincèrement un prix pour son mauvais jeu d'actrice. Elle se tenait la poitrine et hyperventilait en m'accusant de m'être faufilé dans sa chambre pendant qu'elle était sous la douche pour voler son bien le plus précieux. Elle prétendait que j'avais pris son collier en or incrusté de diamants, ce qui était une accusation ridicule car je savais pertinemment qu'elle l'avait mis au clou il y a quelques jours pour financer sa virée shopping secrète. Léa a fait irruption dans le salon et a pointé un doigt parfaitement manucuré directement sur mon visage tout en criant à plein poumon pour s'assurer que les voisins entendent. Elle m'a foudroyé du regard avec de fausses larmes coulant sur son visage et a hurlé « C'est toi. Je t'ai vu rôder devant ma chambre plus tôt aujourd'hui. Rends-moi mon collier tout de suite, sale voleuse. » J'ai levé les yeux de mon livre avec un calme qui l'a exaspéré et j'ai laissé un petit sourire amusé jouer sur mes lèvres avant de répondre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit avec un sarcasme dégoulinant, « Tu as vendu ce collier pour acheter ton nouveau sac à main de créateur, n'est-ce pas? Léa, arrête de jouer la comédie, tu es nulle à ça. » Gérard et Catherine n'ont même pas pris la peine de considérer la logique de ma déclaration ou de demander la moindre preuve avant de sauter à la défense de leur précieux enfant chéri. Ils ont immédiatement assumé le rôle de parents martyrs, le cœur brisé de découvrir qu'ils avaient élevé une criminelle sous leur propre toit. C'était écœurant de voir avec quelle fluidité ils coordonnaient cette attaque, comme s'ils avaient répété toute la scène devant un miroir pour assurer un impact maximal. Maman a serré ses perles et m'a regardé avec une expression de profonde déception tout en marmonnant qu'elle avait échoué en tant que mère pour avoir élevé une fille aussi malhonnête. Papa a claqué le document intitulé « Renonciation à la résidence et à l'héritage » sur la table basse avec une force qui a fait gémir le bois sous son poing. Il m'a regardé avec des yeux froids et a posé l'ultimatum qu'ils avaient clairement planifié depuis le moment où l'argent de l'indemnisation avait atterri sur leur compte. Il m'a dit que j'avais 2 choix, signer le papier et partir immédiatement, ou il appellerait la police pour me faire arrêter pour vol qualifié. Il a prétendu qu'il ne voulait pas voir sa propre fille menottée, mais qu'il ferait le nécessaire pour protéger l'intégrité de cette famille. Une froide réalisation m'a envahi en regardant le papier, car c'était exactement la méthode pour se débarrasser de moi dont il avait chuchoté ce soir-là. Ils avaient fabriqué un crime pour me forcer à quitter la maison afin de pouvoir garder la totalité des 500 000 € sans en partager un centime. C'était un piège parfait conçu pour me dépouiller de ma dignité et de mon foyer d'un seul coup, ne me laissant rien d'autre que les vêtements que je portais. Ils s'attendaient à ce que je demande pardon ou que je supplie pour leur clémence, mais ils avaient gravement sous-estimé la personne qui se tenait devant eux. J'ai pris le stylo d'une main ferme et je les ai regardés avec pitié au lieu de la peur qu'ils s'attendaient à voir dans mes yeux. J'ai signé mon nom au bas de la page, sachant que ce morceau de papier sans valeur ne signifiait rien comparé au ticket de loto de 5 millions d'euros reposant en sécurité dans ma poche. Le silence dans la pièce était assourdissant alors que le bruit du stylo grattant contre le papier scellait mon départ définitif de cet environnement toxique.
Je me suis levé lentement et j'ai marché vers la porte où j'avais déjà caché ma valise plus tôt dans la journée en prévision de ce moment précis. Avant de sortir dans la nuit, je me suis retourné pour regarder les 3 personnes qui étaient censées être ma famille une dernière fois. J'ai croisé leur regard suffisant avec un air de confiance absolue et j'ai dit « Vous voulez que je parte ? C'est très bien, mais ne le regrettez pas quand vous réaliserez que vous venez de mettre à la porte la chose la plus précieuse de toute cette maison. » Je n'ai pas attendu leur réponse, je me suis retourné et je suis sorti dans la nuit noire de Lyon sans un regard en arrière pour la maison en ruine qui n'était plus mon foyer. La pluie avait cessé, mais l'air était vif et pur alors que je hélais un taxi pour m'emmener loin de ce cauchemar. Je me suis installé sur le siège en cuir du taxi et j'ai dit au chauffeur de m'emmener directement à l'hôtel 5 étoiles le plus luxueux du centre-ville, car ma vie de millionnaire était sur le point de commencer. Une semaine après mon départ, au lieu de se sentir coupable ou inquiète, ma famille a commencé une campagne médiatique sale conçue pour détruire complètement ma réputation aux yeux de notre communauté. Léa s'est emparée de Facebook et Instagram avec une vengeance, publiant de longues diatribes qui peignaient un tableau horrible et faux de ma personnalité à qui voulait bien l'entendre. Elle a fabriqué une histoire détaillée prétendant que j'étais une fille ingrate tombée dans une spirale de toxicomanie et que j'avais volé les économies de retraite de nos parents âgés avant de m'enfuir avec un petit ami secret. Les bulles de notification sur mon téléphone ont explosé avec des messages de connaissances mutuelles demandant des explications ou me bloquant simplement sur la base de ces mensonges. Mais j'ai refusé de participer au drame publiquement. Je savais qu'essayer de me défendre dans la section des commentaires ne ferait qu'alimenter leur feu. J'ai donc choisi de rester complètement silencieuse pendant que je préparais ma contre-attaque dans l'ombre. Pendant qu'ils étaient occupés à détruire mon passé, j'étais occupé à assurer mon avenir en visitant le siège de la Française des Jeux pour réclamer mon prix de 5 millions d'euros. J'ai opté pour l'option de l'anonymat pour garder mon nom hors des journaux locaux pour l'instant, car j'avais besoin de l'effet de surprise de mon côté. La réalité de la situation m'a frappé avec une force écrasante lorsque les fonds ont été virés et que j'ai vu ce chiffre astronomique sur mon nouveau compte bancaire. Voir ces zéros m'a donné un sentiment de sécurité et de pouvoir qui a complètement effacé la douleur de leur trahison et m'a permis de penser clairement pour la première fois depuis des années. Avec la liberté financière fermement entre mes mains, j'ai immédiatement signé un bail pour un appartement penthouse luxueux offrant une vue panoramique époustouflante sur le majestueux Rhône. J'ai passé mes journées à remplacer ma garde-robe modeste par des vêtements de créateur haut de gamme et à vivre le style de vie qui m'avait été refusé pendant que je soutenais ma famille ingrate. Cependant, vivre bien en privé ne suffisait pas, car je devais exécuter un plan qui exposerait leur traîtrise au monde de la manière la plus humiliante possible. Assise sur mon canapé en velours, regardant les bateaux dériver sur le fleuve en contrebas, j'ai réalisé que la meilleure vengeance serait d'utiliser leur propre avidité et leur vanité contre eux. J'ai contacté ma meilleure amie Sophie, qui travaillait comme organisatrice d'événements de haut niveau en ville, et je l'ai invitée dans mon nouveau sanctuaire pour lui révéler la vérité. Je lui ai tout raconté sur le gain au loto, l'argent de l'indemnisation cachée, et la manière cruelle dont mes parents et ma sœur m'avaient mise à la porte pour garder leur richesse pour eux seuls. Sophie a écouté, la mâchoire pendante, avant que je ne déverrouille mon téléphone et ne lui montre l'application bancaire pour prouver que j'étais sérieuse concernant mes ressources. Le choc sur son visage n'avait pas de prix lorsqu'elle a réalisé que l'ami qu'elle croyait sans abri était en fait multimillionnaire. Sophie a regardé l'écran avec des yeux écarquillés et a haleté « Mon Dieu, Manon, qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec tout cet argent ? S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas leur pardonner. » J'ai pris une gorgée lente de vin rouge millésimé et j'ai souri mystérieusement. « Leur pardonner ? Absolument pas, Sophie. Je vais leur montrer exactement ce qu'ils ont jeté. Je veux organiser la plus grande fête que cette ville ait jamais vue. Nous avons passé le reste de la soirée à élaborer la stratégie parfaite pour ruiner le statut social de Léa en ciblant la chose qui comptait le plus pour elle, sa popularité. Sophie a utilisé son réseau professionnel pour concevoir et envoyer des invitations électroniques exclusives à tous les parents et amis que nous connaissions, y compris tout le cercle de suiveurs superficiels de Léa. L'invitation promettait une fête de luxe tout frais payée sur un yacht privé sur le Rhône, avec champagne à volonté et traiteur gastronomique, prévu exactement le soir de l'anniversaire de Léa. Nous nous sommes assurés que l'invitation numérique ait l'air incroyablement exclusive et sophistiquée pour faire appel à la vanité des gens que Léa essayait désespérément d'impressionner. L'attrait d'un événement de haute classe gratuit était trop fort pour que les gens superficiels dont Léa s'entourait puissent résister, même par loyauté. Mon téléphone vibrait sans cesse avec les notifications de confirmation, confirmant que tout le monde, de mes cousins aux meilleurs amis de Léa, avait accepté l'invitation sans une seconde hésitation.
Ils étaient tous trop impatients de goûter à la belle vie pour se soucier de la sœur qui avait été laissée derrière dans une maison en ruine. C'était pathétique de voir à quel point leur loyauté pouvait être achetée facilement avec la promesse d'alcool gratuit et d'une virée en bateau. J'ai fait défiler la liste des invités confirmés avec satisfaction, sachant que Léa serait assise seule le jour de son anniversaire pendant que tous ceux qu'elle connaissait faisaient la fête avec la sœur qu'elle avait essayé de détruire. Le dernier samedi du mois, le port de Lyon était illuminé et plus animé que jamais, toute l'attention étant concentrée sur le magnifique yacht Amarella. Je n'avais pas regardé à la dépense pour louer le yacht fluvial le plus luxueux disponible et je l'avais transformé en un palais flottant qui scintillant sur les eaux sombres du Rhône. Des milliers de roses blanches fraîches importées d'Amérique du Sud ornaient chaque balustrade et surface, tandis que des lustres en cristal élaboré suspendus au pont en plein air projetaient une lueur magique sur l'eau. L'air était rempli du parfum de parfums coûteux et de la douce mélodie d'un groupe de jazz jouant en fond sonore alors que les invités montaient à bord, émerveillés par le spectacle que j'avais créé. Je suis monté sur le pont supérieur vêtu d'une robe de soirée bleu nuit époustouflante, incrustée de vrais diamants qui accrochaient la lumière à chacun de mes mouvements. Je marchais avec une confiance nouvelle à travers la mer de centaines d'invités qui levaient leur coupe de champagne en mon honneur, un contraste frappant avec la fille en uniforme usé qu'ils avaient l'habitude d'ignorer. Chaque personne qui m'avait autrefois regardé de haut ou cru au mensonge de Léa cherchait maintenant mon attention, espérant apercevoir la femme qui avait organisé l'événement de l'année. Je leur souriais gracieusement tout en appréciant le poids lourd des bijoux coûteux autour de mon cou, qui servaient d'armure contre les souvenirs de ma pauvreté. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans le silence suffocant de notre maison délabrée, Léa était assise seule à la table de la salle à manger, portant un maquillage épais qui semblait grotesque sous la lumière crue de la cuisine. Elle fixait d'un air absent un gâteau bon marché de supermarché avec des bougies éteintes tout en vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes, pour ne recevoir qu'une avalanche de faux textos d'excuses de gens prétendant être malades ou occupés. Cela a dû être atroce pour elle de réaliser que la loyauté de son cercle social était aussi fragile que son ego face à une meilleure offre. Elle était assise là dans sa robe à paillettes, attendant une fête qui n'aurait jamais lieu, tandis que le silence de la maison vide se moquait de ses illusions de grandeur. Alors que l'horloge sonnait l'heure de pointe pour les engagements sociaux, j'ai fait signe à l'équipe de production de lancer le direct sur les écrans LED géants positionnés autour du yacht et de le diffuser simultanément sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'ai demandé au caméraman de zoomer spécifiquement sur le cercle intime loyal de Léa, qui dansait actuellement avec enthousiasme sur la piste de danse et riait sans aucun souci au monde. La caméra a balayé les visages des gens que Léa connaissait depuis le lycée, les montrant en train de faire sauter des bouchons de champagne millésimés et de dévorer du caviar comme s'ils ne l'avaient jamais connu. J'ai pris le micro sur le pied et je me suis adressé à la caméra avec un sourire radieux, sachant que ma sœur regardait ce moment précis depuis son purgatoire solitaire. J'ai levé ma flûte en cristal haut dans les airs et j'ai crié par-dessus la musique rythmée pour m'assurer que ma voix porte clairement de l'autre côté de l'écran. Merci à tous d'être venus célébrer ma nouvelle liberté. Buvez tout votre soûl ce soir, car c'est moi qui régale. La réponse fut immédiate et assourdissante alors que la foule éclatait en acclamations qui résonnaient sur l'eau et dans le ciel nocturne. Ils ont levé leurs verres vers moi et ont scandé à l'unisson avec une ferveur qui a dû ressembler à un couteau remué dans les entrailles de Léa, longue vie à Manon. Meilleure fête de Lyon. De retour dans le salon, Léa regardait l'écran avec horreur alors que les gens qu'elle considérait comme ses meilleurs amis la trahissaient pour un goût du luxe auquel elle s'était toujours sentie en droit. Elle est devenue complètement folle et a commencé à casser des assiettes et à balayer les décorations bon marché de la table tout en hurlant jusqu'à s'en écorcher la gorge face à l'injustice de tout cela. Elle faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage, incapable de comprendre comment la sœur qu'elle avait jetée était maintenant la reine de la ville. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment dans ma pochette. Et quand j'ai vu le nom de Léa clignoter sur l'écran, j'ai su qu'elle avait mordu à l'hameçon parfaitement. J'ai fait signe au DJ de couper la musique et j'ai connecté mon téléphone via Bluetooth au système audio massif du yacht pour que chaque invité puisse entendre la conversation clairement. J'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai pris une expression confuse alors que sa voix perçante retentissait à travers les haut-parleurs pour que des centaines de personnes l'entendent. Léa ne réalisait pas qu'elle était sur haut-parleur alors qu'elle hurlait avec un mélange de pure jalousie et de rage débridée qui a réduit tout le pont au silence. « Qu'est-ce que tu fais, Manon? Comment oses-tu voler mes invités? D'où sors-tu cet argent? Rentre à la maison tout de suite. » Le bateau entier est tombé dans le silence en écoutant le désespoir pathétique dans sa voix, qui semblait encore plus laid sur fond d'une telle élégance. J'ai attendu un instant que l'humiliation pénètre les esprits avant de répondre avec un calme qui l'a dévasté plus que n'importe quel cri. J'ai souri à l'objectif de la caméra et j'ai dit doucement dans le micro, « Oh, Léa, qu'est-ce que tu racontes?
Tu n'as pas dit que tu n'avais plus besoin de moi? Joyeux anniversaire solitaire. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel, et la foule a instantanément éclaté d'un rire rauque et d'applaudissements qui ont sûrement résonné jusqu'à la maison où ma sœur était assise dans les ruines de son ego. Dès que le direct s'est terminé et que l'attention de la ville était à son apogée, Sophie m'a aidé à porter le coup de grâce qui briserait leur réputation à jamais. Nous avons capitalisé sur la vague massive de curiosité générée par la fête extravagante sur le yacht pour rediriger le regard du public vers la sombre réalité cachée derrière la façade de ma famille. Sophie s'est assise à côté de moi avec son ordinateur portable ouvert et a mis en ligne un dossier numérique complet que nous avions méticuleusement compilé, intitulé « La vérité derrière la famille Dubois », sur tous les principaux forums communautaires et groupes de quartier de Lyon. Ce n'était pas simplement une diatribe ou un appel émotionnel à la sympathie, mais plutôt une présentation forensique de faits conçus pour démanteler leurs mensonges pièce par pièce. Le poste s'ouvrait avec des scans haute résolution des documents légaux que papa avait signés, reconnaissant la réception de 500 000 € d'indemnisation, ce qui prouvait qu'il avait l'argent bien avant d'essayer de m'expulser. Juste en dessous de ces documents, nous avons joint les relevés de cartes bancaires montrant les dépenses exorbitantes de Léa en sac à main et chaussures de créateur. Durant exactement la même semaine où il me pleurait misère. Le contraste visuel entre leur richesse secrète et leur comédie de dénuement était indéniable et peignait un tableau accablant de leur avidité. Cependant, la pièce à conviction la plus dévastatrice était le fichier audio intégré tout en bas du poste, que nous avions étiqueté la réunion de famille. Sophie et moi avons regardé en silence le compteur de vues sur le poste monter en flèche en quelques minutes, car les gens étaient désespérés de comprendre le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Nous avions mis en ligne l'enregistrement cristallin de cette nuit fatidique où les voix des membres de ma famille révélaient leur vraie nature sans aucun filtre. Le murmure froid de papa disant « Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser d'elle », suivi de la déclaration dédaigneuse de Léa disant « On n'a plus besoin de Manon », joué sur des milliers d'appareils à travers la ville. C'était la preuve irréfutable qui leur ôtait toute possibilité de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu ou d'une dispute familiale montée en épingle. La réaction de la communauté en ligne a été instantanée et féroce, le sentiment public passant de la curiosité à une indignation collective absolue contre la famille Dubois. La section des commentaires a explosé avec des milliers de messages furieux de voisins et d'étrangers, tous horrifiés par la cruauté affichée dans l'enregistrement. Ils ont inondé les pages de réseaux sociaux de Léa de commentaires haineux dénonçant son hypocrisie et attaquant mes parents pour avoir été complices d'un plan aussi sans cœur. J'ai fait défiler le flux incessant de vitriol, ressentant un étrange sentiment de détachement en lisant les mots d'étrangers défendant mon honneur. Je me suis arrêté en voyant un commentaire particulièrement incisif qui avait déjà rassemblé des milliers de j'aime et je l'ai lu à haute voix à Sophie. « Oh mon Dieu, comment des parents et une sœur aussi effrayants peuvent-ils exister? Ont-ils vraiment vendu leur propre enfant pour 500 000 €? Boycottez-les immédiatement. » Sophie m'a tapoté l'épaule avec excitation et a pointé son écran où sa boîte mail se remplissait de notifications des entreprises avec lesquelles Léa travaillait. Les marques qui avaient précédemment sponsorisé le style de vie d'influenceuse de Léa se précipitaient pour prendre leur distance avec le désastre de relations publiques qui consumait son image. Sophie a tourné l'ordinateur vers moi avec un sourire triomphant et a dit « Regarde ça, Manon. Les marques annulent leur contrat publicitaire avec Léa en ce moment même. Elle est complètement finie. » Les retombées pour Léa ont été immédiates et catastrophiques alors qu'elle regardait tout son empire numérique tomber en poussière en l'espace d'une seule heure. Chaque petite entreprise et marque locale avec laquelle elle avait collaboré a publié des déclarations publiques coupant les liens avec elle pour éviter d'être associée à une femme qui avait arnaqué sa propre sœur. Ses amis, qui faisaient actuellement la fête sur mon yacht, ont bloqué son numéro pour éviter les tirs croisés, la laissant complètement isolée dans le monde numérique qu'elle avait l'habitude de dominer. Elle n'avait d'autre choix que de désactiver ses comptes et de s'enfermer dans sa chambre alors que la foule virtuelle déchiquetait ce qui restait de son personnage. Les conséquences pour mes parents ont été tout aussi sévères lorsque le scandale a débordé d'Internet vers le monde réel de notre quartier tranquille. Les voisins qui avaient autrefois écouté les histoires larmoyantes de maman les regardaient maintenant avec un dégoût ouvert et changeaient de trottoir pour éviter de marcher près de notre maison. Quand papa a essayé d'aller au supermarché, il a été accueilli par des chuchotements et des doigts pointés vers lui comme l'homme qui avait vendu sa fille pour un chèque. La pression de la honte publique et la réalisation que leur réputation était détruite ont provoqué l'effondrement de la structure interne de la famille. Ils ont commencé à se battre entre eux, papa blâmant maman de ne pas avoir été assez prudente et Léa hurlant sur les deux pour avoir ruiné son avenir. Ils étaient piégés ensemble dans cette maison avec leur argent qui s'amenuisait et leur ressentiment, tandis que la ville de Lyon les regardait s'effondrer. 6 mois après cette fête fatidique,
Alors que les feuilles dorées de l'automne commençaient à couvrir les rues de Lyon, le passé en décomposition est venu frapper à ma porte à nouveau. La famille Dubois avait sombré dans la ruine financière complète plus vite que quiconque n'aurait pu l'anticiper, en raison d'une combinaison de stupidité et d'arrogance. Ils avaient brûlé l'argent de l'indemnisation à un rythme effréné en achetant des voitures de luxe pour maintenir les apparences et en faisant des investissements désastreux dans des combines douteuses qui promettaient des rendements rapides. Pour ne rien arranger, le fisc avait lancé une enquête complète sur leurs finances après avoir découvert qu'ils avaient frauduleusement sous-déclaré l'argent de l'indemnisation pour éviter de payer leur juste part d'impôt. Les amendes et les frais juridiques qui en ont résulté avaient drainé chaque centime qu'il leur restait, ne leur laissant absolument rien d'autre que les vêtements qu'ils avaient sur le dos et une montagne de dettes. Ils ont réussi, je ne sais comment, à retrouver l'adresse de la résidence hautement sécurisée où je vivais et se sont rassemblés devant le portail, ressemblant aux fantômes de ce qu'ils étaient autrefois. J'ai regardé le retour vidéo de la sécurité depuis l'intérieur de mon pantouse et j'ai vu 3 silhouettes hagardes se tenant nerveusement près de l'interphone, qui ne ressemblaient en rien aux gens arrogants qui m'avaient mis à la porte. Papa paraissait avoir vieilli de plusieurs décennies avec ses épaules voûtées et son teint gris, tandis que maman semblait frêle et terrifiée en serrant son sac à main avec des mains tremblantes. Ils avaient l'air si pathétiques et petits contre les imposantes grilles en acier de mon immeuble qu'il était presque difficile de croire que c'étaient les mêmes personnes qui avaient autrefois eu tant de pouvoir sur moi. Je les ai regardés appuyer sur la sonnette à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'active enfin l'écran vidéo pour entendre ce qu'ils avaient à dire pour leur défense après tout ce temps. Papa et maman ont immédiatement collé leur visage contre l'objectif de la caméra, des larmes coulant sur leurs joues en réalisant que j'écoutais. Ils ont commencé à implorer mon pardon avec un désespoir pénible à voir, car il était né entièrement de la nécessité plutôt que d'un remords sincère. Maman sanglotait bruyamment dans le haut-parleur, espérant que ses larmes laveraient la cruauté qu'elle m'avait infligée il y a seulement 6 mois. La voix de Catherine s'est brisée à travers le haut-parleur alors qu'elle suppliait « Manon, s'il te plaît, écoute-moi, je sais que nous avons eu tort. Ouvre la porte à tes parents pour qu'on puisse parler correctement. Nous sommes une famille et tu ne peux pas abandonner ta mère et ton père comme ça. » Gérard s'est penché à côté d'elle et a ajouté d'une voix faible et tremblante qui manquait de toute son ancienne autorité, « Je suis tellement désolé, ma fille. S'il te plaît, sauve notre famille une dernière fois, et nous promettons de ne plus jamais rien te demander. » J'ai déplacé mon regard vers la silhouette se tenant silencieusement derrière eux, et j'ai vu Léa regardant ses chaussures éraflées sans oser lever la tête. La sœur arrogante, qui exigeait mon salaire et se moquait de mes vêtements, avait disparu, remplacée par une femme vaincue qui avait tout perdu, y compris sa fierté. Elle avait l'air misérable et brisée dans un manteau bon marché trop fin pour le froid automnal, servant de rappel vivant de ce à quoi mène l'avidité. Les voir dans cet état ne m'a pas apporté la bouffée de joie que je pensais ressentir, mais cela ne m'a apporté aucune tristesse non plus. Je les ai regardés une dernière fois à travers l'écran numérique et j'ai ressenti une profonde sensation de légèreté, comme si la dernière chaîne me liant à eux venait enfin de se briser. J'ai appuyé sur le bouton de parole et j'ai parlé avec un calme qui signalait la fin absolue de notre relation. J'ai articulé chaque mot clairement pour m'assurer qu'ils comprennent que ce n'était pas une négociation, mais un verdict final sur leurs actions. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra et j'ai dit « Vous m'avez vendu pour 500 000 €. La transaction s'est terminée la nuit où vous m'avez mise à la porte. Ne revenez jamais ici. » J'ai éteint le moniteur sans attendre leur réaction et j'ai immédiatement décroché le téléphone pour appeler le poste de sécurité de l'immeuble. J'ai demandé aux gardiens d'éloigner les 3 individus qui traînaient au portail pour harcèlement et trouble à l'ordre public. Je ne suis pas resté pour les regarder se faire escorter au loin car ils ne faisaient plus partie de mon histoire. Je suis sorti sur le balcon spacieux où le vent frais venant du Rhône effleurait mon visage, portant l'odeur de l'automne. Je me suis assise dans le fauteuil moelleux et j'ai porté une tasse de café fumant à mes lèvres pour prendre une gorgée lente et délibérée. La torréfaction noire avait un goût amer mais merveilleusement doux alors qu'elle réchauffait ma poitrine et m'ancrait dans le moment présent. J'ai souri en regardant le fleuve couler régulièrement en contrebas, réalisant que j'étais enfin le capitaine de mon propre destin. L'histoire de Manon s'arrête ici, mais elle nous laisse une leçon profonde sur la vraie valeur de la famille et du respect de soi. Nous grandissons souvent en croyant que partager le même sang crée automatiquement un lien qui doit être préservé à tout prix, mais cette histoire prouve que ce n'est pas toujours vrai. Parfois, les personnes qui partagent votre ADN sont celles-là même qui drainent votre énergie et exploitent votre gentillesse pour leur propre profit. La plus grande leçon du parcours de Manon est le courage qu'il faut pour couper les ponts avec des relations toxiques, même lorsque ces personnes sont vos parents ou vos frères et sœurs. La piété filiale ne devrait jamais signifier se laisser piétiner ou abuser par ceux qui sont censés vous protéger.
L'avidité peut facilement aveugler les gens sur l'amour qu'ils devraient avoir les uns pour les autres, mais votre propre intégrité et votre résilience seront toujours votre bouclier le plus fort. Lorsque vous apprenez à vous aimer et à vous valoriser suffisamment pour dire non, la vie finira par vous récompenser avec la paix et le succès que vous méritez. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous sauve, car vous êtes la seule personne capable de diriger votre propre vie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter le parcours émotionnel de Manon pour trouver justice et liberté.